Pendant que les caméras du monde entier restent braquées sur les tweets provocateurs de Donald Trump et sur les tensions géopolitiques qui font trembler les marchés pétroliers, une décision audacieuse, presque chirurgicale, vient d'être prise à Ottawa qui change tout le paysage politique intérieur. Et cette décision, mes amis, n'est pas anodine. Elle s'inscrit directement dans la stratégie plus large de Mark Carney pour transformer les crises extérieures en levier de souveraineté canadienne, pour protéger non seulement notre monnaie, mais aussi le portefeuille de chaque conducteur, chaque famille, chaque travailleur qui remplit son réservoir chaque semaine. Car en ce 18 avril 2026, à peine 48 heures après avoir formé son gouvernement majoritaire, le Premier ministre Mark Carney a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Quelque chose qui va résonner tout l'été aux pompes à essence d'un océan à l'autre. Il a suspendu la taxe fédérale d'accise sur les carburants, cette taxe qui existait depuis 1975, qui avait survécu à 11 premiers ministres, à toutes les récessions, à tous les combats budgétaires, à toutes les crises du coût de la vie pendant 51 années consécutives. Imaginez un instant l'histoire de cette taxe. Écrite dans la loi fédérale en 1975, à une époque où le choc pétrolier de l'OPEP avait fait exploser les prix mondiaux et où le Canada cherchait désespérément des recettes stables pour financer ses infrastructures et ses programmes sociaux, elle est devenue une ligne sacrée du budget fédéral. Libéraux ou conservateurs, peu importe le parti au pouvoir, personne n'y avait touché vraiment. Les gouvernements libéraux l'ont augmenté discrètement quand il le fallait pour boucler les comptes. Les conservateurs l'ont dénoncé pendant les campagnes électorales, promis de la réduire, puis l'ont maintenue une fois au pouvoir parce que, en termes fiscaux, elle était tout simplement trop précieuse. Plus de 10 cents par litre sur l'essence ordinaire, 4 cents par litre sur le diesel et le carburant aviation. Une manne qui entrait directement dans les coffres fédéraux sans que quiconque ose vraiment la remettre en question. Chaque ministre des Finances depuis l'époque où Gerald Ford était à la Maison-Blanche a regardé cette ligne de revenus et s'est dit « c'est intouchable ». Jusqu'à Mark Carney. En 48 heures seulement, il l'a éteinte. Pas réduite, pas reportée, pas restructurée. Éteinte. À partir du 20 avril 2026, la taxe fédérale d'accise sur l'essence et le diesel tombe à zéro. 10 cents par litre en moins à la pompe pour l'essence régulière. 400 par litre en moins sur le diesel. La suspension court jusqu'à la fête du travail le 7 septembre. Le soulagement fiscal total estimé dépasse les 2,4 milliards de dollars sur toute la durée de la mesure. Et le message politique qu'il envoie est bien plus fort que le simple calcul économique. Mais pour bien saisir pourquoi cette annonce est un coup de maître, il faut remonter exactement 72 heures avant que Carney ne monte au podium à Ottawa. Dimanche 12 avril, alors que l'avion du vice-président J.D. Vance décolle d'Islamabad sans aucun accord en poche, Donald Trump publie sur Truth Social un message en majuscule. Il accuse l'Iran de World Extortion. Il annonce que la marine américaine va bloquer tous les ports iraniens dès le lendemain matin. Le lundi à 10 heures du matin, heure de l'Est, le blocus est en vigueur. Et le message suivant de Trump ne laisse aucune place à l'interprétation. La marine iranienne gît au fond de la mer, complètement oblitérée. 158 navires. Tout vaisseau d'attaque rapide qui s'approche du blocus sera immédiatement éliminé, avec le même système de kill que nous utilisons contre les trafiquants de drogue en mer. C'est rapide et brutal. C'est à ce moment précis que le pétrole mondial a crevé le plafond des 100 dollars le baril et n'est plus redescendu. Le corps des gardiens de la révolution iranien a menacé de répondre sévèrement à tout navire militaire approchant le détroit d'Ormuz. La Grande-Bretagne et la France ont refusé de participer au blocus. Lloyd's List a rapporté que le filet de navires commerciaux qui avait survécu au cessez-le-feu du 8 avril s'était complètement arrêté. Et aux stations-service de Saint-Jean à Victoria, les Canadiens ont vu les chiffres sur les pompes grimper en temps réel. Dès le 14 avril, le prix national moyen de l'essence au Canada atteignait 1,98 $ le litre, contre 1,84 $ une semaine plus tôt, une hausse de 7% en 7 jours seulement. À Terre-Neuve et Labrador, les conducteurs payaient 2,10 $. Au Québec, 1,96 $. À l'île du Prince-Édouard, 1,95 $.
Certaines stations à Montréal avaient déjà franchi le seuil des 2 $ 2 semaines auparavant. Et les projections des analystes énergétiques, celles que personne à Ottawa ne voulait dire à voix haute, étaient claires. Sans intervention, l'essence allait dépasser 2,10 $ dans plusieurs régions du pays d'ici la mi-mai. Voilà le décor dans lequel Carney a pris la parole. Un Premier ministre qui venait tout juste de remporter une majorité face à une explosion des prix à la pompe provoquée par une guerre de l'autre côté du monde, dans un pays qui produit plus de pétrole que presque tous les autres, mais qui paie quand même les prix mondiaux à la pompe. Sa réponse a été la plus propre, la plus disciplinée politiquement possible. Il a suspendu la taxe. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette mesure n'est pas du tout ce qu'elle paraît à première vue. En surface, c'est une coupe temporaire d'impôts pour soulager la douleur à la pompe pendant une guerre. C'est l'histoire officielle. Mais l'histoire réelle, c'est comment Mark Carney vient de redéfinir ce qu'un gouvernement libéral au Canada est autorisé à faire. Et en le faisant, il a pris l'arme que Pierre Poilievre affûtait depuis 3 ans et l'a brisée sur son genou. Pour comprendre ça, il faut revenir à ce qu'était vraiment le combat politique canadien sur la taxation des carburants avant cette semaine. Poilievre avait construit toute sa marque entre 2022 et 2025 autour d'une seule phrase: Axe the tax. Cette taxe sur le carbone des consommateurs, cette charge sur l'essence qui était devenue le symbole de la politique climatique du gouvernement Trudeau, était l'enclume politique qu'il brandissait à chaque événement public. C'était sur son autobus de campagne. C'était dans les titres de ses vidéos YouTube. C'était le fond de scène de chaque rassemblement. Et ça avait fonctionné pendant un temps. Ça avait fait grimper les sondages conservateurs à des niveaux historiques jusqu'à la fin 2024. Ça avait rendu la direction de Trudeau intenable. Ça était devenu le principe organisateur de tout le mouvement d'opposition. Puis 2 choses se sont produites. La première, Carney, immédiatement après avoir gagné la direction libérale en mars 2025, a annoncé qu'il mettait fin à la portion consommateur de la taxe fédérale sur le carbone. La taxe sur l'essence, qui avait été le plus grand passif politique du gouvernement Trudeau, a disparu le 1er avril 2025. Le slogan « Axe the tax » de Poilievre n'avait plus rien à couper. La taxe avait été supprimée par le gouvernement qu'il essayait de déloger. Et l'homme qui l'avait supprimée était le nouveau chef libéral. La deuxième chose, c'est cette semaine. Parce que la taxe d'accise sur les carburants que Carney vient de suspendre est une taxe complètement différente. Elle précède la taxe carbone de plusieurs décennies. Elle remonte à 1975. C'est une taxe fédérale de base sur les marchandises qui financent les revenus généraux depuis presque 50 ans. Et aucun gouvernement libéral dans la mémoire vivante n'avait volontairement suspendu cette taxe-là. En termes fiscaux, c'était une ligne sacrée dans la base de revenus fédéraux. Y toucher avait toujours été considéré comme un geste que seul un gouvernement conservateur oserait faire. Et même les conservateurs avaient historiquement refusé d'y toucher parce que 2,4 milliards de dollars de revenus perdus, ce n'est pas quelque chose qu'un ministre des Finances abandonne sans se battre. Carney l'a abandonné en 48 heures. Si ce geste semble hors de caractère pour un ancien banquier central, pour un homme dont toute l'identité professionnelle repose sur la discipline fiscale et l'orthodoxie monétaire, vous êtes attentif. C'est hors de caractère. Et c'est précisément ce qui le rend efficace. Avant d'aller plus loin, si cette analyse vous est utile, si c'est le genre de mécanique politique que vous n'obtenez pas dans les couvertures médiatiques habituelles, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Parce que la prochaine section est celle où le piège politique réel à l'intérieur de cette annonce devient visible. Et je veux m'assurer qu'elle atteigne le plus de gens possible. Voici le piège. Chaque chef d'opposition à Ottawa s'est réveillé le 15 avril, face à un problème qu'il n'avait pas le 13 avril. Pierre Poilievre, qui a passé 4 ans à bâtir sa marque comme le populiste anti-taxe, doit maintenant répondre à un premier ministre libéral qui vient de livrer la plus grande coupe temporaire d'impôts sur les carburants de l'histoire fédérale canadienne. Les options de Poilievre sont toutes mauvaises. Il peut soutenir la mesure, ce qui signifie concéder que le gouvernement libéral est maintenant le parti qui livre un allègement fiscal concret. Il peut s'y opposer, ce qui est politiquement suicidaire parce que ça veut dire aux Canadiens qui luttent avec de l'essence à 2 $ qu'ils devraient payer plus. Il peut la qualifier d'insuffisante et exiger une coupe permanente,
ce qui le transforme en radical fiscal au moment où le pays vient de voter pour la stabilité. Ou il peut essayer de changer de sujet, ce que son caucus semble effectivement tenter de faire au moment où j'enregistre ceci. Aucune de ces options ne préserve la position politique qu'il occupait il y a 72 heures. Des sources proches de la séance de réponse du caucus conservateur. Le mardi après-midi décrivent une salle qui avait passé 3 ans à se préparer à attaquer une taxe qui n'existait plus. Des membres du personnel qui avaient rédigé d'innombrables versions de la ligne d'attaque Axe the Tax, qui avaient monté les clips vidéo, qui avaient conçu les autocollants d'autobus, se retrouvaient maintenant à rédiger des réactions à une coupe d'impôts sur les carburants qu'ils n'avaient pas anticipées et qu'ils ne pouvaient pas crédiblement combattre. Les équipes de communication ont fait circuler plusieurs versions de déclarations avant d'atterrir sur un langage qui évitait à la fois l'endossement et le rejet. Ce qui en est sorti était l'équivalent rhétorique d'un haussement d'épaule. Une réponse qui critiquait le moment tout en évitant soigneusement le fond, parce que critiquer le fond signifiait dire aux Canadiens à la pompe que 10 cents par litre de soulagement ne valait pas la peine d'être pris. Aucune équipe de communication d'opposition au pays ne voulait mettre son chef devant une caméra en train de faire cet argument devant un panneau d'essence affichant 2 dollars le litre. Alors personne ne l'a fait. Jagmeet Singh et le NPD font face à un problème différent, mais qui rime. Le NPD avait construit son identité de 2025 autour de l'argument que Carney était un banquier servant les intérêts corporatifs, que son gouvernement ne livrerait pas de soulagement significatif en matière d'abordabilité pour les Canadiens travailleurs. Une suspension d'impôts sur les carburants de 2,4 milliards de dollars qui bénéficie de manière disproportionnée aux navetteurs, aux camionneurs, aux agriculteurs et aux travailleurs de livraison, est exactement l'opposé de l'histoire que le NPD essayait de raconter. Et parce que la suspension court tout au long de la saison de conduite estivale, le bénéfice politique s'accumule semaine après semaine, alors que les familles remplissent leurs réservoirs pour les voyages sur la route, pour les trajets domicile-travail, pour la mobilité de base qui définit la vie canadienne en dehors des centres urbains. F. François Blanchet et le Bloc québécois font face au corridor stratégique le plus étroit de tous. Le Québec est l'une des provinces où l'essence avait déjà franchi la barre des 1,96 $. Les électeurs québécois vont sentir la coupe d'impôt directement à la pompe à partir de lundi. Blanchet ne peut pas s'opposer crédiblement à la mesure, mais il ne peut pas non plus laisser le Bloc devenir un partenaire silencieux d'une victoire libérale fédérale. Son positionnement des dernières 72 heures a été une tentative soigneuse de créditer le cadre de politique fiscale provinciale du Québec, tout en détournant le récit fédéral. Ce genre de manœuvre rhétorique qui fonctionne en conférence de presse mais qui porte rarement un cycle de nouvelles complet. Maintenant, parlons de la dimension provinciale, parce que c'est là que l'histoire devient significativement plus intéressante que ce que la couverture d'Ottawa a reconnu jusqu'ici. Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, se retrouve dans une position presque comiquement désalignée avec ses instincts politiques. Smith a passé les 2 dernières années à argumenter que l'intervention fédérale dans la politique énergétique était la principale menace à la souveraineté économique de l'Alberta. Elle a traité chaque geste d'Ottawa sur la tarification des carburants comme un acte hostile. Maintenant, elle regarde un gouvernement libéral fédéral qui vient de suspendre une taxe de consommation qui augmente le flux de liquidités effectif dans les ménages albertains et qui le fait au moment exact où les prix mondiaux du pétrole sont à un sommet pluriannuel, ce qui inonde déjà son propre trésor provincial de revenus de redevances. L'Alberta gagne des 2 côtés du grand livre. Elle produit du pétrole à 100 $ le baril et reçoit en même temps un allègement fiscal fédéral sur le carburant que ses citoyens consomment. La réponse publique de Smith a été notablement retenue pour exactement cette raison. Il n'y a pas de ligne d'attaque propre disponible pour elle. Doug Ford en Ontario a pris une approche différente. Ford, dont le propre gouvernement provincial avait déjà coupé la taxe sur l'essence ontarienne de 5,7 cents par litre, grâce à une mesure provinciale distincte qui précédait cette annonce, est maintenant en position de revendiquer le crédit pour une réduction combinée fédérale plus provinciale qui approche les 16 cents par litre à la pompe dans sa province. Pour Ford, c'est essentiellement de l'oxygène politique gratuit. Il n'a pas eu à dépenser un seul centime de son propre capital politique pour l'obtenir.
Le gouvernement fédéral lui a remis un titre qu'il peut apporter aux électeurs ontariens sans concéder un seul point de terrain idéologique. François Legault au Québec marche sur une ligne plus compliquée. La taxation provinciale des carburants au Québec est considérablement plus élevée que dans la plupart des autres provinces, et Legault a historiquement résisté aux pressions fédérales pour l'ajuster. La suspension de carnet n'oblige aucune réponse provinciale, mais les optiques politiques des conducteurs à Montréal, qui paient encore parmi les prix à la pompe les plus élevés du pays, pendant que les conducteurs à Calgary bénéficient à la fois de l'allègement fédéral et des dividendes de redevances du provincial, vont générer une pression sur Legault qu'il n'avait pas à gérer avant lundi. Les plus petites provinces, les premiers ministres maritimes et les premiers ministres de l'Ouest en dehors de l'Alberta se positionnent pour la plupart comme des partenaires coopératifs dans le message fédéral, ce qui signifie que le récit libéral fédéral bénéficie d'une large couverture aérienne provinciale en vue de l'été. Et ce n'est pas une petite chose. Une mesure de politique fédérale qui ne génère pas d'opposition provinciale immédiate est politiquement rare. Celle-ci y arrive. Trump a commencé une guerre. Trump a ordonné un blocus. Trump a fait grimper le prix de l'essence au-delà de 2 dollars le litre dans la moitié du pays. Et le gagnant politique de tout ça jusqu'ici est l'ancien banquier central assis dans le fauteuil du Premier ministre à Ottawa, qui vient d'éteindre une taxe fédérale de 51 ans et qui l'a fait paraître facile. Cette histoire n'est pas terminée. Loin de là. Restez avec nous.